Salut Pierre. Bonjour à tous les deux également. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Anthony Berthoud qui va nous parler d'alimentation, un sujet vaste qu'il a pu développer de manière très, très profonde et très enrichie dans son dernier livre, Le traité de la pleine santé par l'alimentation durable. J'ai été surpris de la complexité de l'ouvrage et du détail que tu as mis là-dedans. Ça t'a mis près de 10 ans pour écrire ce livre. Qu'est-ce qui a conclu la fin de cet ouvrage? C'est une bonne question, on me l'a jamais posée d'ailleurs celle-ci. Qu'il était temps de les rendre parce que je dis les parce que j'en ai écrit deux en fait la même année, l'un étant la synthèse de l'autre. Donc là, quand on parle du traité de la pleine santé, c'est effectivement la version la plus développée. Mais parce que je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut mettre un point final pour le reprendre et faire une nouvelle version dans un second temps. Mais là, c'est vrai que ça commençait à être très dense, plus de 1000 pages. Et déjà, au départ, il était quasiment à 1500 pages. Avec l'éditeur, on a revu non seulement la mise en page, on a enlevé aussi une petite partie des textes. Donc, je crois que c'était pas mal pour un premier jet. Et puis, voilà, on prendra la suite en temps voulu. Mais j'ai aussi d'autres projets qui sont en cours. Donc, il faut savoir qu'un livre comme ça, en termes de recherche, en termes d'écriture, c'est énormément d'investissement, de temps. Donc, c'était bien aussi de le laisser vivre de lui-même et puis de voir un petit peu comment la suite va évoluer, quoi. Et tu penses vraiment qu'il y aura des nouvelles données qui s'ajouteront, qui trancheront? Alors, qui trancheront, c'est une bonne question. Je ne sais pas, c'est possible. Dans la science, on a toujours des fois des éléments importants qui arrivent à un moment donné. Après, qui évoluent, des évolutions, ça c'est certain. Le livre, effectivement, j'ai commencé le premier manuscrit était en 2000, le début 2000, fin 2013, début 2014, donc quasiment effectivement 10 ans. Et les données ont fortement évolué sur un certain nombre d'éléments en l'espace de 10 années. On est dans une science qui est en pleine ébullition. Quand on parle de microbiote, de mitochondrie, d'enjeux écologiques qui sont par définition d'actualité, c'est des données qui sont amenées forcément à changer. Et je dirais que c'est ce que je donne souvent comme exemple en formation. Si la plupart des informations que je donne sont fausses dans quelques années, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on a fait évoluer nos connaissances à partir d'un instant T. Et je crois que c'est ça qui est stimulant au final, en fait, tout simplement. Donc oui, je pense que ça évoluera. Est-ce qu'il y aura un grand changement? Ça, je pourrais pas te dire. Soit je me suis fortement trompé, ce qui est possible aussi, soit il y a effectivement des nouvelles données de littérature qui permettent de nuancer certaines choses. Peut-être qu'on parlera des ApoE, par exemple, qui sont des marqueurs génétiques. C'est pas un marqueur génétique, mais on a un polymorphisme génétique qui fait que on peut avoir des allèles différents. Et jusqu'à il y a quelques années, on le considérait essentiellement sous un angle de prévention de la maladie d'Alzheimer, éventuellement du diabète de type 2. Là, on voit beaucoup plus large, en fait, par rapport à l'intérêt de cette analyse. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose d'assez récent. Le microbiote, c'est pareil. Chaque jour, il y a des publications qui tombent avec des compréhensions un petit peu plus fines, quoi. Donc, voilà, pour faire simple. Très bien. Oui, effectivement, tout ça, c'est des données sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Mais surtout, tu as parlé de polymorphisme génétique. Je pense que c'est bien qu'on ne perde pas les gens d'emblée. Est-ce que tu pourrais définir le terme? Oui, ça veut dire que pour un même gène, tu as différentes expressions possibles. Et on parle souvent de l'allèle, et des allèles parfois dominants, d'autres récessifs, des codominants. Je ramène aux anciens cours de biologie que vous avez connus très probablement comme beaucoup d'auditeurs, pardon. Mais en fait, on va avoir des variants en fait, de gènes qui sont très souvent le fruit, pour pas dire la quasi-totalité, du temps, le fruit d'un polymorphisme, le fruit, pardon, d'une adaptation, justement, qui va faire émerger ce polymorphisme. Et là, typiquement, pour le cas des allèles, on parle d'allèles E2, E3, E4, c'est-à-dire qu'il y a 3 versions de ce gène. Et pour ce même gène, on peut être homozygote, c'est-à-dire qu'on a les deux mêmes allèles, ou on peut être hétérozygote, c'est-à-dire qu'on a reçu un allèle différent du père et de la mère. Donc ça,
ça a aussi, encore une fois, une finalité évolutionniste parce que si ces variants de gènes sont arrivés, c'est qu'il y avait un besoin à un moment donné d'adaptation. Et ces adaptations génétiques se font sur du très long terme, à la très grande différence de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'effet de l'environnement, de l'expression de nos gènes, l'effet de l'environnement sur l'expression de nos gènes, où là, en fonction de ce que vous avez mangé hier soir, si vous avez fait du sport ou pas hier soir ou ce matin, vous avez créé des empreintes épigénétiques. Donc notre génétique, notre génome, il est en permanence confronté à notre environnement. Et les empreintes épigénétiques, c'est un petit peu comme des post-it qu'on collerait sur nos gènes, et avec une colle plus ou moins forte, un post-it plus ou moins épais, plus ou moins important, et donc avec des effets différents. Mais c'est un peu cette image qui est intéressante pour l'épigénétique. Et la génétique, par contre, c'est le fruit d'une mutation, quand justement l'empreinte épigénétique a perduré au cours du temps, parce que ça a apporté un avantage. Et finalement, on a cette adaptation progressive qui nous amène à avoir une évolution de notre gène et non plus de l'expression de ce gène. C'est la différence entre l'épigénétique et la génétique. Très bien. J'aimerais qu'on voit un petit peu avec toi, parce que dans ton ouvrage, tu as fait quand même beaucoup de recherches en anthropologie, et c'est de la science de la nutrition, en tout cas de l'archéologie de la nutrition même. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors, en quoi est-ce que l'histoire de l'homme pourrait nous aider à comprendre ce qu'on doit manger aujourd'hui? Alors, avant de répondre à ça, juste, je parle souvent de mes 3 révolutions dans mon métier et mon parcours. La première, ça a été la micronutrition, c'est-à-dire qu'au niveau universitaire, on apprend tout ce qui est lié à la macronutrition, les glucides, les lipides, les protéines, moins l'impact en fait du statut micronutritionnel sur l'expression de la santé ou de certains troubles fonctionnels. Et donc ça, début des années 2000, ça a été quand même une vraie révolution pour moi. La deuxième, ça a été la partie écologique, où en fait j'ai pris de la hauteur par rapport aux recommandations de santé individuelle qu'on peut avoir, voire thérapeutiques, pour essayer de les intégrer dans une réflexion beaucoup plus systémique, notamment par rapport à des enjeux à moyen et à long terme, entre autres au niveau écologique, mais pas que, démographique ou géopolitique par exemple. Et c'est quand j'ai commencé à enseigner à l'École polytechnique de Lausanne, en fait, sur cette thématique des enjeux mondiaux 2050, que j'ai pris un virage à 180 degrés, on va dire, par rapport à ma vision, qui était pas, elle n'a pas du tout été opposée, mais elle a été beaucoup plus de hauteur, quoi, quelque part, si je simplifie. Et l'évolutionnisme, ça a été la troisième révolution, qui était finalement la toute première, parce que j'avais écrit un mémoire sur le sujet il y a plus de 20 ans. Donc c'est quelque chose qui m'a intéressé tout de suite, mais j'y suis revenu avec 20 ans de connaissances supplémentaires et puis d'expérience professionnelle, qui m'a fait affiner certains éléments et surtout comprendre que quand on cherche justement à mieux comprendre la façon dont notre génétique a évolué dans son environnement, on apporte aussi des solutions potentielles aujourd'hui. Donc c'est pas simplement pour avoir un regard nostalgique sur ce qu'on était avant, c'est simplement pour comprendre en quoi ces adaptations ont eu un sens à un moment donné et aujourd'hui peuvent avoir un sens quasi opposé. On parle de mismatch hypothesis, c'est-à-dire des maladies de la désadaptation évolutive. Concrètement, des adaptations qui nous ont aidés à un temps donné ont pu aujourd'hui se retourner contre nous parce que notre environnement a changé de manière massive et de manière beaucoup trop rapide. Typiquement, c'est le diabète de type 2, l'obésité ou autre, où finalement, c'est aussi le fruit de quelque chose qui nous a aidés fut un temps. Tu parles de tes 3 révolutions à toi personnelles, mais est-ce que aussi tu peux, apparemment, il y a plusieurs révolutions aussi au niveau de l'alimentation de l'homme. Est-ce que tu pourrais aussi nous en parler un petit peu, justement, vu qu'on parle de ce sujet-là, c'est intéressant pour voir un petit peu l'évolution de l'homme au fil du temps. Alors, il y en aurait beaucoup, mais si on prend les grandes, la première, elle est surtout. Alors, on pourrait même parler des hominidés si on va au-delà d'Homo sapiens, mais on va rester déjà à sapiens, c'est pas mal, ça fait quelques centaines de milliers d'années, où au cours du paléolithique, et notamment au paléolithique supérieur, on était des chasseurs-cueilleurs. Donc, on avait un modèle de vie extrêmement nomade et essentiellement des aliments
issus de la chasse et de la pêche ou de la cueillette, etc. Alors, il y a beaucoup d'extrapolation par rapport à ça, parce que bien évidemment, on ne dispose pas de données précises pour tous les facteurs. On étudie aussi beaucoup la partie ethnologique, c'est-à-dire la façon dont vivent des populations traditionnelles aujourd'hui, selon un mode ancestral, et ça nous permet de comprendre un certain nombre d'éléments, même si bien entendu l'environnement a changé, notre génétique a changé, la taille du cerveau n'est plus la même, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs de confusion. On ne peut pas le considérer comme une vérité absolue, mais plus comme une tendance de fond. En tout cas, on imagine un petit peu quelle était l'alimentation de ces chasseurs-cueilleurs. Et on a une première grande révolution, qui est la période néolithique, à peu près 10 000 ans, où on est passé de ce mode chasseur-cueilleur à un mode plus sédentaire, alors avec beaucoup de guillemets par rapport à ce qu'on connaît de la sédentarité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est mis à se poser localement, à cultiver des céréales, des légumineuses. Donc ça veut dire que ça a été une transition alimentaire importante par rapport à ce qu'on connaissait, puisqu'on avait peu de produits céréaliers. On prenait en fonction de ce qu'on avait, tout simplement, mais là, on est passé dans un mode de culture, donc d'abondance beaucoup plus important, un mode d'élevage. Donc ça veut dire que d'un point de vue sanitaire, on s'est aussi davantage exposé aux pathologies liées en fait aux animaux, hein, ce qu'on appelle les zoonoses, ce qui a modifié un petit peu notre génétique et le fameux système HLA dont on parle beaucoup aujourd'hui et des groupes sanguins en fait. Hein. On sait que c'est surtout à partir de cette période qu'on a eu des grandes évolutions et on s'est mis aussi à moins bouger et donc ça a eu un impact voilà, multiple qu'on pourra évoquer si besoin. On s'est mis à être dans des populations plus importantes, donc notamment les épidémies ou autres avaient un impact plus fort, c'est-à-dire qu'avant on était quelques personnes et tout le monde mourait d'une infection quelle qu'elle soit et ça s'arrêtait là. Et là, quand vous vous retrouvez à quelques dizaines ou peut-être centaines, voilà, on peut pas généraliser là-dessus, mais en tout cas beaucoup plus de monde, l'impact n'était pas le même. Donc ça a été une première révolution nutritionnelle très forte avec des changements de ratio dans certains nutriments. Je ne vais pas trop dans le détail, mais juste pour répondre à la question des grandes révolutions. Donc ça, c'est la première. La deuxième, elle est souvent arrivée avec l'industrialisation. On peut parler aussi de révolution verte, mais là plus par le modèle d'agriculture et l'usage notamment des pesticides et autres. Mais d'un point de vue purement alimentaire, on a créé des aliments, ce qu'on appelle aujourd'hui les aliments ultra transformés. Et je dis souvent, les arbres à cornflakes ou les fontaines à coca, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve à manger des produits qui ne sont pas le fruit de la nature, mais qui sont le fruit d'un process industriel. Là, typiquement, le cornflakes, on est dans ce qu'on appelle des procédés de soufflage-extrusion. Donc, ça a un impact en fait sur la vitesse de digestion, sur la nature des aliments, des nutriments qui sont présents dans ces aliments-là. Et finalement, à une vitesse extrêmement rapide, encore une fois, à l'échelle de notre évolution, puisqu'en quelques décennies, on est passé d'une alimentation essentiellement brute, locale également, puisqu'on n'avait pas de flux d'aliments en fait venus de l'autre pays du monde ou autre, où ça restait très anecdotique. Là, aujourd'hui, il suffit d'aller dans n'importe quel supermarché et vous allez avoir des mangues du Pérou, de l'avocat d'outre-Atlantique, vous allez pouvoir manger ce que vous voulez à n'importe quel moment de l'année. Et donc ça a aussi son importance en tant que tel. Et c'est à partir de là aussi qu'ont été modifiés un certain nombre de facteurs liés à notre mode de vie, notamment la perte d'activité physique, les changements de sommeil, etc., qui sortent du cadre purement nutritionnel, mais qui ont eu un vrai impact en fait sur notre santé. Et quand on parle d'alimentation paléo, est-ce que ça fait sens? Du coup, de parler de ça, c'est une alimentation paléo ou ce sont bien des alimentations paléo? Mais pour moi, c'est purement conceptuel tout ça, parce qu'encore une fois, on n'a pas de preuves formelles sur un certain nombre d'éléments. On a des extrapolations. Alors, on a des données qui sont fiables. Il ne s'agit pas de considérer que ça ne l'est absolument pas. Mais en fonction de la latitude dans laquelle on était, quand je dis on s'entend, c'est à l'échelle de nos ancêtres de l'espèce humaine, on pouvait avoir des modèles alimentaires très variés. Et les travaux de Eaton, de Cordain, etc., l'ont très bien démontré. En fait, on avait des répartitions glucides, lipides et végétaux produits animaux qui étaient très différents. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir parfois des modèles plutôt à dominante végétarienne, on va dire, végétale en tout cas,
notamment quand on était proche de l'équateur, où il faisait chaud, donc où il y avait beaucoup de fruits, de légumes racines, de tubercules, etc. Et quand on avait une évolution vers les pôles, on avait un refroidissement, donc on n'avait plus la même disponibilité alimentaire. On a eu aussi besoin de se protéger davantage du froid. Donc ça a eu des impacts sur notre évolution mitochondriale notamment. Et donc quelqu'un qui mangeait plutôt vers qui mangeait une alimentation et qui vivait vers les pôles avait plutôt un modèle riche en protéines, en lipides et pauvre en fibres. Donc quand on regarde la littérature, on a plus de 220 modèles paléolithiques potentiels, en fait, selon les populations et leur modèle alimentaire local. Donc c'est vrai que c'est un concept il y a plus de 20 ans déjà, j'entendais largement parler de l'alimentation paléo. Elle a été vulgarisée il y a quelques années à nouveau. Ça fait rêver parce que voilà, ça nous ramène à ses ancêtres potentiels et au mode de vie. Mais je pense que sans aller sur ce modèle-là, on peut trouver beaucoup de bon sens avec des règles simples et ces règles seront beaucoup plus cohérentes par rapport à notre mode de vie actuel. Parce que ne serait-ce que les types de fruits, les types de légumes tels qu'ils étaient à l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, n'ont pas la même composition. Encore une fois, on n'avait pas le même mode de vie, donc c'est intellectuellement intéressant. Mais dans la pratique, c'est pas un modèle alimentaire qui se veut juste par rapport à ce qui pouvait être ce modèle alimentaire à l'époque, quoi. Donc on voit des modèles ancestraux qui sont divers et variés en fonction des latitudes et des populations et en fonction du climat et des adaptations locales. L'arrivée du céréal dans l'histoire de l'alimentation humaine, est-ce qu'on a eu le temps de s'adapter? Parce qu'au final, c'est quand même très récent à l'échelle de l'humanité. Bonne question. On s'est probablement adapté sur certains plans et beaucoup moins sur d'autres. Quand je parlais du néolithique, un exemple assez concret, c'est le lactose. On sait aujourd'hui qu'on a des personnes qui sont intolérantes au lactose pour des origines ethniques, notamment les personnes qui sont asiatiques, qui sont nord-africaines. On a 95 à 98% par exemple d'intolérance au lactose, qui est le sucre du lait. Et pour les populations occidentales et surtout les populations d'Europe du Nord, on a une tolérance qui est largement plus forte. Tout simplement parce que là aussi, ça répondait à une pression sélective, c'est-à-dire que le fait de pouvoir digérer le lactose évitait les diarrhées, qui étaient une cause de mortalité infantile importante, et permettait d'extraire de l'énergie à partir de ce sucre du lait, parce que lorsqu'on n'avait pas les enzymes, donc la lactase, finalement, ce sucre n'était pas exploité par l'organisme humain. Donc aujourd'hui, on a effectivement des mutations et ce fameux polymorphisme qu'on évoquait, qui font qu'on a des expressions de gènes qui sont différentes et qui finalement, à l'échelle de 10 000 ans, sont très récents. C'est-à-dire que si on se compare encore une fois au paléolithique, où on parle de centaines de milliers d'années, voire davantage, c'est finalement très court. Quand on parle de l'amylase, par exemple, il faut savoir que on a des copies de gènes d'amylase, donc il a l'enzyme qui va digérer l'amidon, et notamment l'amylase salivaire. Donc on a un nombre de copies qui n'est pas le même en fonction des origines ethniques. Et notamment pour les populations qui se sont mises à consommer plus de céréales à l'époque, on a plus de copies de gènes qu'on ne peut en avoir pour des populations qui sont restées sur un mode justement beaucoup plus ancestral. Dans l'expression des enzymes qui nous permettent de métaboliser les oméga 3, donc les acides gras essentiels. Sans rentrer dans trop de techniques, on parle d'EPA et de DHA, c'est-à-dire des formes utilisables par l'organisme à partir d'une forme végétale qu'on appelle l'ALA, l'acide alpha-linolénique. Et donc, on a des capacités d'utilisation et de métabolisation des formes oméga 3 végétaux en forme à longue chaîne, ce que j'ai évoqué, EPA, DHA, qui ne sont pas les mêmes parce que les modèles alimentaires ont varié. Et sans doute les mutations les plus récentes datent d'à peine quelques dizaines de milliers d'années. Donc aujourd'hui, quand on parle de la révolution agroalimentaire avec les 30 glorieuses, etc., sur les années 70, si on fait large post-seconde guerre mondiale, on a un véritable tsunami de mode de vie, mais à une échelle de temps qui est beaucoup trop courte pour qu'on en espère une mutation, une adaptation génétique. Par contre, on crée des empreintes épigénétiques, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui, elles, sont beaucoup plus fortes et qui
présentent des risques pour notre santé. Et encore une fois, quand on parle de toutes ces maladies dites de civilisation, on sait qu'effectivement, notre mode de vie et l'alimentation jouent un rôle important. Mais on n'est pas dans l'adaptation génétique. Donc, c'est ce problème de curseur mal placé, en fait, entre les modifications de l'environnement, les stress environnementaux, et la capacité d'adaptation de notre génétique. Et aujourd'hui, on va beaucoup trop vite et beaucoup trop loin pour en espérer une quelconque adaptation. Il y a beaucoup de travaux, notamment les travaux de Wallace ou autres, sur ce qu'on appelle le principe d'Hormèse. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez déjà abordé dans d'autres podcasts, mais qui est passionnant et qui, en fait, évoque la question de savoir est-ce que face à certains toxiques, certains biocides, etc., on aurait la capacité en fait de s'adapter. Mais on voit que la charge toxique est beaucoup trop importante. On estime de 100 à 300 fois plus importante pour en espérer une quelconque adaptation. Donc l'adaptation on va dire, est au cœur de la vie. C'est ce qui fait notre évolution face à des stress. Maintenant, il faut que ces stress ils soient supportables. Et c'est le principe d'Hormèse qu'on évoque très souvent, quoi. Donc, tu nous parlais de l'adaptation et du principe d'Hormèse. Est-ce qu'au final, est-ce qu'on est fait pour consommer des produits céréaliers? Est-ce qu'on arrive, on peut trancher là-dessus ou pas? Je reviens dessus. Alors, est-ce qu'on est fait pour consommer des produits céréaliers? Quand on regarde justement ces mutations et notamment le nombre de copies de gènes de l'amylase salivaire, on peut estimer que oui, pour certaines populations, c'est complètement le cas. Est-ce qu'on est fait pour manger une quantité de produits céréaliers tels qu'on le fait et modifier tels que sont ces produits céréaliers aujourd'hui? Pour le coup, non. Parce que là, c'est encore une fois des changements trop importants. Je parlais de céréales extrudées comme les cornflakes, tous les céréales du petit déjeuner qu'on va voir dans les rayons de grande surface, les biscottes, les cracottes, les galettes de riz, même des produits céréaliers raffinés au sens du pain blanc, des pâtes blanches, du riz blanc, etc. On s'éloigne complètement du produit céréalier originel. Et on a également alors, je ne sais pas si on a perdu Pierre ou pas. Parce que je vois Non, c'est bon, tu peux continuer, t'inquiète. Ok. En fait, on découvre de plus en plus ce qu'on appelle l'importance de ce qu'on appelle la matrice alimentaire, c'est-à-dire l'organisation structurelle d'un fruit, d'un légume, d'un céréal ou autre. Et cette organisation, elle joue un rôle très important parce qu'elle va déterminer la biodisponibilité de certains nutriments, l'interaction ou les interactions entre ces nutriments. Et lorsqu'on casse cette structure, on modifie en fait toutes ces interactions potentielles. Et on a aujourd'hui beaucoup de données de littérature qui montrent l'impact du niveau de transformation sur des risques de troubles fonctionnels ou de pathologies comme le diabète de type 2, certains cancers, etc. Non pas par la quantité de glucides ou de lipides, etc., mais par le niveau d'altération de cette matrice alimentaire. Donc aujourd'hui, on n'est pas véritablement dans un problème de produits céréaliers tel qu'on pourrait l'imaginer brut, mais dans un problème qui est lié à la transformation de ces produits céréaliers et au niveau de réponse de l'insuline face à cette transformation. Aujourd'hui, on a une alimentation qui est beaucoup trop riche en aliments insulinosécréteurs et qui crée l'insulinorésistance, les risques de diabète, d'obésité, de troubles métaboliques. Donc, c'est le cas tout autant que ça ne l'est pas, quoi. Et du coup, quel type de céréales tu nous conseillerais de consommer? On avait eu Dr Caruso qui était fan du petit épeautre. Ah oui. Est-ce que toi aussi, c'est ton cas ou pas? Alors, moi, je suis fan d'aucun, Ok, mais je suis pas contre les céréales, tu vois. J'aime ok, beaucoup la ouais, bien sûr. nuance, par contre. Donc, je pense que s'il y a une clé qu'on peut retenir, déjà, c'est la diversité. C'est-à-dire que, et notamment par rapport au microbiote, par exemple, on sait que plus que alors, pas plus, mais je pense notamment à une publication américaine qui montrait que l'impact sur la diversité bactérienne d'une alimentation avec beaucoup de fruits et légumes diversifiés était plus forte que la quantité de fibres consommées en tant que telle. Donc, pour en revenir aux céréales, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la sensibilité au gluten, par exemple, effectivement, des variétés plus modernes, plus hybridées, comme le froment, vont être moins adaptées parce qu'on va avoir un gluten qui va être plus fort, plus
plus élastique. C'est pour ça qu'on l'utilise au niveau industriel, que des variétés plus anciennes comme effectivement l'engrain, l'amidonnier, le petit épeautre, etc. Et au-delà du gluten, on a d'autres composants dont on parle encore peu. Je pense que ça va être un peu plus médiatisé au cours des années à venir, qui sont notamment les ATI, en fait, qui sont des composés qui sont des inhibiteurs de l'alpha, ce qu'on appelle l'antitrypsine ou l'alpha-amylase également, qui sont plus abondants en fait dans des céréales dits modernes, c'est-à-dire hybridées, que dans des céréales plus anciens comme le petit épeautre. Et puis ça dépend aussi de la façon de cultiver ce céréale. C'est-à-dire que le petit épeautre aujourd'hui, il est plutôt réalisé sur des filières biologiques avec des cultures plus respectueuses, avec moins de rendement. Quand on parle du blé moderne, entre guillemets, on a un problème à l'échelle mondiale, mais pas à l'échelle française, puisque c'est interdit, mais de ce qu'on appelle la dessiccation. C'est-à-dire qu'on va pulvériser des pesticides, non pas pour assurer la culture, mais pour assurer la récolte, c'est-à-dire faire en sorte que la récolte soit plus facile. Et on peut avoir un délai plus ou moins long entre l'usage de ce pesticide, notamment le glyphosate, et le moment où on va récolter le céréal et donc par la suite consommer la farine de ce céréal. Et quand on va avoir des rendements de monoculture très importants, on a très souvent des pesticides et ça répond souvent à des cultures de céréales type froment, etc. Donc en allant chercher une variété ancienne, en fait, on se rend compte qu'on va résoudre un certain nombre de problèmes qui ne sont pas liés au céréal lui-même, mais à l'environnement de la culture ou de l'utilisation de ce céréal. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, on parlait de mon livre au départ, et j'ai plus de 10 000 publications dans le gros livre qui sont répertoriées, plus de 1000 pages, pour quelque part arriver à quelque chose de très simple, c'est-à-dire à du bon sens, de manger des produits bruts, locaux, de saison, sur des filières courtes, avec le moins d'intrants chimiques. Donc, en fait, on utilise la science récente pour argumenter sur des notions finalement très simples. Et on a besoin de ça pour se conforter, se rassurer à ce niveau-là. Mais au final, ça amène à une conclusion qui est très, très pragmatique, en fait, hein, c'est-à-dire effectivement de revenir à des produits plus anciens au sens traditionnel du terme, quoi. Et pour revenir à des choses très pragmatiques, tu évoques tout au long de ton ouvrage la mitochondrie. Et il y a quand même pas mal de facteurs assez relativement simples qui permettent d'avoir une action sur elle. Est-ce que tu pourrais nous les citer? Oui, alors pragmatique pour la mitochondrie, je ne sais pas si je saurais faire, mais plus sérieusement, déjà l'alimentation, ça c'est la base. Et j'évoquais le fait d'avoir une alimentation qui soit faiblement insulino-sécrétrice. Donc ça c'est un point important parce que, sans rentrer dans trop de détails, donc la mitochondrie a une double membrane, une membrane interne et une membrane externe. Et entre ces deux membranes, on a une polarisation, c'est-à-dire un gradient de concentration entre des ions H+, qui est très important pour notre santé, et notamment pour le métabolisme de l'insuline ou autre. Donc quand on a des aliments insulinosécréteurs en trop grande quantité et de manière chronique, en fait, on va altérer la capacité de la mitochondrie à conserver une bonne polarisation. C'est ce qui déclenche l'insulinorésistance, le diabète, voire les risques associés. Donc déjà, tout ce qu'on a évoqué depuis le départ, c'est-à-dire des produits bruts avec des légumineuses, par exemple, plutôt que des céréales comme on l'entend au sens moderne du terme, ou de consommer des céréales, mais pas en grande quantité, de varier. Et les légumineuses, ça peut être des lentilles, des fèves, des haricots secs, des pois cassés, des pois chiches, etc. D'avoir alors, ça dépend si je continue dans l'alimentation ou pas, mais parce qu'il y aurait les polyphénols, par exemple, qu'on va trouver dans les fruits et les légumes, sont des composés de défense de ces végétaux et qui permettent de lutter contre des agressions d'insectes, par exemple, mais aussi en cas de sécheresse, en cas de chaleur, etc. Donc, quand vous avez une pomme, un poireau, une carotte qui est bio, en fait, vous lui avez demandé de se défendre beaucoup plus contre le milieu extérieur. Donc, il y a beaucoup plus de polyphénols. Et on dit souvent que les polyphénols sont des composés antioxydants. En fait, non. Ce sont des composés qui nous agressent aussi. Simplement on fait pas le poids d'un insecte. Donc,
stress hormétique, c'est-à-dire que cette agression va renforcer au niveau des mitochondries notre système de régulation du stress oxydatif. Et donc, de manière indirecte, ce sont des antioxydants, mais ça ne l'est pas directement. Et ces polyphénols ont besoin d'être métabolisés par les bactéries du microbiote pour exercer cet effet. Mais globalement, plus vous allez avoir une alimentation qui est riche en polyphénols, c'est-à-dire encore une fois en fruits, en légumes, en épices, en aromates, plus vous aurez des polyphénols et plus ça sera intéressant pour votre mitochondrie. Au niveau des huiles et des graisses de manière générale, en fait, on a au niveau des membranes des mitochondries ce qu'on appelle des cardiolipines, qui sont des phospholipides particuliers, et qui ont besoin de beaucoup d'oméga 3. On en parlait tout à l'heure, et notamment d'oméga 3 à longue chaîne, le PA et le DHA, qu'on va retrouver dans des petits poissons gras, comme des sardines, des maquereaux, des anchois, et qu'on va retrouver aussi dans des œufs, quand ils sont issus de la filière bleu-blanc-cœur, par exemple. Quand vous allez consommer des huiles de colza, des noix, des produits qui sont riches en oméga 3 végétaux, mais à la condition d'être capable de bien les métaboliser. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et ces oméga 3 sont extrêmement sensibles, notamment au niveau des membranes des mitochondries, à ce fameux stress oxydatif. Et techniquement, au niveau des graisses, on parle de lipoperoxydation. Donc la vitamine E, par exemple, est un très bon protecteur qu'on va retrouver dans les oléagineux. Et encore une fois, la nature, elle est bien faite. C'est-à-dire qu'on voit que dans les composés gras, on a des composés antioxydants qui sont plus protecteurs de cette oxydation vis-à-vis de ces graisses. Donc, de manger des noix, des noisettes, des amandes, par exemple, va être très, très intéressant. Alors, je dis cet exemple des 3 oléagineux tout simplement parce qu'il y a aussi des raisons écologiques derrière, et puis on pourra peut-être en reparler si vous le souhaitez, plutôt que de parler de noix du Brésil, noix de macadamia, de noix de cajou, etc. Donc, c'est pas par hasard que je prends ces exemples, mais vous pouvez manger Tu, 2 tu peux poignées. tu peux en profiter, Pardon. vas-y, donne-nous les noix qu'on peut manger en France, vas-y, profites-en, et c'est Et maintenant. ben justement, les noix au sens noix de Grenoble, noix du Voilà, Périgord, des noisettes et des ok. amandes, mais des amandes soit françaises, siciliennes, espagnoles, européennes, mais pas de Californie ou autre, parce qu'on sait qu'il y a un vrai problème d'empreinte hydrique, pas d'irrigation en fait, des sols pour assurer en fait un besoin suffisant dans les amandiers et au détriment en fait du reste de l'écosystème globalement. Et hormis l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres paramètres justement sur lesquels la mitochondrie, pour prendre soin un petit peu et les cajoler nos mitochondries? Et Bien aussi, est-ce que sûr. tu pourrais juste, pour les gens peut-être qui connaissent pas le rôle de la mitochondrie, un petit peu préciser et vulgariser très rapidement pour les gens qui ne connaissent pas et qui écoutent ça depuis quelques minutes? Oui. Alors juste pour faire la transition, du coup, tu vois, Vas-y, l'alimentation je en te laisse. temps restreint, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 16-8 communément, c'est-à-dire d'avoir un temps de jeûne de 15-16 heures est plutôt quelque chose de favorable aussi au niveau du métabolisme mitochondrial. Alors ce que sont les mitochondries, ce sont moi j'appelle ça les hubs biologiques ou des centrales nucléaires en fait. C'est-à-dire que on les qualifie souvent d'usines énergétiques. Et moi je préfère le terme de centrale nucléaire parce qu'en fait une centrale nucléaire quand ça fonctionne bien, ben, c'est extrêmement rentable, tout va bien. Par contre, dès qu'il y a une petite anomalie, ça peut avoir des conséquences dramatiques. C'est la même chose pour la mitochondrie. La mitochondrie a la capacité d'initier l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de la cellule. Donc elle est vraiment au cœur du réacteur, sans jeu de mots, parce que c'est un réacteur au sens où elle va être capable d'utiliser les nutriments qu'on va avoir dans la nature dans un but énergétique, notamment les lipides, les glucides, éventuellement certains acides aminés si vraiment on a un besoin particulier. Grâce à l'oxygène, elle va pouvoir transformer ces nutriments en ATP. Et donc l'ATP va être disponible pour les cellules. Donc si vous voulez de l'énergie pour l'ensemble de votre organisme et de vos cellules, vous avez besoin d'avoir des mitochondries qui sont fonctionnelles. C'est un ADN qui est uniquement d'origine maternelle. Donc on a 2 types d'ADN dans le corps. On a l'ADN nucléaire, la fameuse double hélice qu'on connaît bien, mais on a aussi un ADN circulaire qui est un ADN donc, mitochondrial d'origine maternelle et qui aurait un ancêtre bactérien. On estime qu'il y a à peu près 2 milliards d'années, on aurait eu ce qu'on appelle une endosymbiose, c'est-à-dire une internalisation d'une bactérie dans une structure prokaryote, et c'est ça qui aurait, à force d'être répété, probablement donné les structures eucaryotes, et donc notre capacité à utiliser de l'oxygène. Donc ça a été une révolution biologique considérable, et ce sont les mitochondries qui sont au cœur de ce sujet-là. Donc si vous voulez avoir un bon métabolisme énergétique, si vous voulez avoir une bonne régulation
des cycles de vie de la cellule, vous avez besoin d'avoir des mitochondries fonctionnelles, si je résume Parfait. Merci simplement. beaucoup. Au Et top. voilà. Et puis les autres sujets, c'est bien sûr l'activité physique. On a besoin encore une fois, de créer des stress hormétiques, de créer des micro-stress et l'activité physique en est un. Et notamment la variation d'activité physique, de l'endurance, des variations à haute intensité, des exercices en résistance, pourquoi pas à poids de corps, etc. Ça vient stimuler des filières différentes qui sont complémentaires par rapport au niveau des mitochondries. Mais on a besoin de bouger, au-delà simplement de faire du sport, c'est-à-dire d'être dans du mouvement. Et vous connaissez sans doute cette expression qu'on utilise de plus en plus de sportifs sédentaires, c'est-à-dire des gens qui vont faire une séance de sport par jour, 1 heure entre midi et 2 par exemple, et qui restent au moins 7 ou 8 heures assis sur une chaise et qui développent des complications métaboliques, des complications de santé, indépendamment du bénéfice qu'ils ont eu à faire 1 heure de sport. Donc quand on parle d'activité physique, on parle d'être dans du mouvement, c'est-à-dire toutes les 20-25 minutes, d'aller bouger quelques minutes. Là, on ne le fait pas, par exemple. On est depuis trop longtemps T'inquiète, assis moi à je fais mes discuter. pointes de pied un peu là. Tu sais, je Ouais, suis assis, je mets un peu pointe de pied, je tends un peu mes jambes. ouais, moi, je suis enfermé dans un endroit là où je ne peux pas bouger. Donc, j'en ai fait avant et j'en ferai après. T'inquiète. Mais voilà, on a besoin d'être dans du mouvement très régulièrement. Et ça, pour les mitochondries, c'est très bénéfique. On a besoin d'avoir une exposition à la lumière naturelle. C'est-à-dire que la mitochondrie, quand je parle de hub biologique, c'est un intégrateur des différents stimuli environnementaux et notamment des longueurs d'onde lumineuses, des longueurs d'onde au niveau de la lumière. Et on parle beaucoup de lumière bleue aujourd'hui, qui sont une lumière qui viennent stimuler ce qu'on appelle la mélanopsine, qui est un pigment qui est présent au niveau, un photorécepteur pour faire simple au niveau de la rétine, qui va inhiber la mélatonine, qui est l'hormone de l'induction du sommeil. Donc le jour, on a besoin d'être exposé à cette lumière-là. Et le soir, on devrait en avoir beaucoup moins que ce qu'on a, parce qu'on est trop exposé devant les écrans, on a des LED partout dans les maisons, etc. Et ça vient perturber le cycle de la mélatonine, qui est régulé par la mitochondrie. Donc on n'a pas assez de lumière bleue au sens où on n'est pas assez à l'extérieur dans la journée, et on en a trop dans le sens où on s'expose à des écrans ou à des lumières trop tardivement. Donc respecter ce qu'on appelle le rythme biologique, le rythme circadien, et notamment cette notion de lumière est un point important. Dans la lumière naturelle extérieure, vous avez aussi des longueurs d'onde rouges ou proches infrarouges. Et ça, c'est des longueurs d'onde qui sont très actives sur les mitochondries, qui ont comme des photorécepteurs. Ceux qui sont intéressés, on parle de cytochrome C oxydase au niveau de la membrane de la mitochondrie, qui vient en fait savoir que c'est le jour ou que c'est des variations d'intensité lumineuse au cours de la journée. Et comme on n'est plus face à cette exposition naturelle, on perd ces adaptations, on perd ces informations au niveau mitochondrial. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme de photobiomodulation, c'est-à-dire de l'usage justement des lumières rouges ou proches infrarouges pour modifier notamment l'activité mitochondriale. Donc avant d'en arriver à des appareils comme ceux qu'on utilise en photobiomodulation, simplement de dire on va à l'extérieur la journée, on bouge à ce moment-là, ce qui nous permet aussi d'avoir beaucoup d'autres bénéfices. Si en plus on a un potager, un jardin, etc., et ben on fait nos propres fruits et légumes bio et c'est parfait. Et on évite trop d'exposition artificielle le soir. Le dernier conseil que je pourrais donner, ça sera celui des toxiques, des intrants chimiques qu'on va utiliser en grande quantité. Donc on parlait des pesticides, etc. C'est le cas pour certains métaux lourds, pour certains composés qu'on retrouve dans les plastiques, les phtalates, les bisphénols, etc., les PCB, les dioxines, qui sont des composés qui sont issus en fait de notre mode de vie, notamment au niveau de l'urbanisation, qui font que ce sont des molécules, pour faire simple, qui vont générer un stress oxydatif important, et en particulier au niveau mitochondrial. Donc moins on va s'exposer à ces polluants-là, et mieux ça sera pour nos mitochondries. À titre, par exemple, pour terminer sur le sujet d'exemple, la plupart des pesticides aujourd'hui vont agir en créant un stress oxydatif dans les mitochondries, des végétaux, des parasites, etc., qu'on veut éliminer. Parasite d'ailleurs qui est un mauvais terme, parce que c'est un parasite pour qui et par rapport à quoi, mais c'est un autre sujet. Donc en fait, en faisant attention à cette exposition au niveau des contaminants,
on prend soin aussi de notre mitochondrie. Voilà, pour faire un... Super. Moi, j'avais juste une dernière question sur la mitochondrie. Et tant qu'on parle de la luminosité, on se posait la question justement avec Pierre en préparant l'interview. On parle beaucoup de complémentation avec la vitamine D, etc. Et on se demandait, est-ce que par exemple, déjà d'avoir une durée, est-ce qu'il faut par exemple rester 1 heure? Après, je sais que c'est difficile, ça dépend de chacun, mais est-ce que c'est peut-être plus 1 heure par jour dehors en extérieur? Est-ce que ça dépend du soleil? Est-ce que l'hiver et l'été, c'est la même chose? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous éclaircir tout ça, s'il te plaît? Oui, alors j'aurais une réponse à la normande, ça dépend. Mais au Parce moins, juste que, nous mettre un peu le contexte, ouais. si tu peux. Bah déjà, au niveau de la pigmentation de la peau, les personnes qui vont avoir une peau plus foncée vont avoir tendance à avoir des statuts en vitamine D plus bas. Et pendant longtemps, pendant un certain temps, en tout cas, on a considéré que c'était un problème. Et en fait, on se rend compte que non, elles ont des transporteurs à la vitamine D qui sont plus efficaces. Donc déjà, la notion de norme biologique de vitamine D est relative en fonction de nos origines. Elle est relative aussi, quand je dis d'un point de vue ancestral, mais d'un point de vue historique, par rapport aux zones géographiques dans lesquelles on était. Puisqu'effectivement, une peau foncée est synonyme d'une exposition au soleil qui a été important. Et la question est la capacité de de synthétiser de la vitamine D en fonction justement des niveaux d'exposition. Et donc, on a plusieurs auteurs dans certaines publications qui se sont amusés à définir justement un temps d'exposition au soleil en fonction de la latitude dans laquelle on vit. En France, on est aujourd'hui dans une zone où... Alors, il faut savoir que la vitamine D, on la synthétise avec des longueurs d'onde de l'ordre de 300 nanomètres à peu près, 290 à 310 nanomètres. Et en France, ça va être de mars-avril jusqu'à septembre-octobre par rapport à la position tout simplement de la Terre et des saisons. Donc c'est vrai que s'il fait très beau au mois de décembre, eh ben, on va profiter du soleil, mais on ne fera pas ou peu de vitamine D. En période estivale, ou dans cette période que j'évoquais, là, mars-avril jusqu'à septembre-octobre, on considère que sur une peau plutôt claire, 10 à 15 minutes d'exposition par jour au soleil, simplement avec le visage, les mains, les avant-bras, etc., suffit largement à synthétiser quelques milliers d'unités internationales qui sont notre besoin de base. Et donc pendant l'hiver, ça veut dire qu'on a besoin de fonctionner sur notre stock, mais la forme active de la vitamine D, en général, dure à peu près 3 semaines. Donc quand on arrive en février, par exemple, sauf si on est parti en vacances à l'autre bout du monde, eh ben, on a potentiellement un stock qui est bas. Je dis potentiellement parce que j'en reviens à cette notion de polymorphisme génétique. On sait qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer sur le fait qu'on a une réponse à la vitamine D qui est très variable en fonction des personnes. On a au niveau des récepteurs à la vitamine D, du transporteur à la vitamine D, de la synthèse. Bref, il y a plein d'aspects qui rentrent en compte. Donc en fait, quand on fait des prises de sang, on se rend compte qu'il y a des cinétiques d'évolution de la vitamine D qui vont être très différentes d'une personne à l'autre. Donc ce que je recommande, c'est simple, parce que en France, on a à peu près 80% de la population à manquer de vitamine D, mais non pas parce qu'on ne mange pas assez de saumon, de jaune d'œuf ou de produits laitiers, tout simplement parce qu'on ne va pas assez, encore une fois, à l'extérieur pour la synthèse de vitamine D. D'ailleurs, moi je parle beaucoup plus de l'hormone du soleil qu'une vitamine D, parce qu'elle a un rôle, ce qu'on appelle pléiotrope, c'est-à-dire un rôle de régulation multiple, d'autorégulation, ce qu'on appelle un effet autocrine. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'une simple vitamine, entre guillemets, et d'ailleurs on la fabrique en grande quantité. C'est peu l'alimentation qui nous l'apporte. Donc l'intérêt du dosage de la vitamine D, c'est qu'on va avoir une photo à un instant T, par exemple en sortie d'été, ce qui va nous permettre de savoir de quel stock on dispose. Si c'est bas, eh ben on sait qu'on va supplémenter. Et aujourd'hui, on estime qu'à moins de 50, 60 nanogrammes, on considère déjà qu'il faut réaliser une supplémentation. On ne va pas attendre 30, voire moins, comme on le voit dans certaines normes historiques. Et si votre taux est bon, eh ben on va refaire 3-4 mois après une nouvelle prise de sang et on va voir quelle est l'évolution. S'il est en limite inférieure et que c'est au mois de mars, c'est OK, puisqu'on va partir du principe qu'on va être s'exposer à nouveau au soleil. Si c'est en janvier et qu'elle est déjà effondrée, ça veut dire qu'il y a un problème de régulation à ce niveau-là et que la supplémentation sera envisagée.
Et une fois qu'on aura fait cette supplémentation, on refera un dosage à nouveau 2-3 mois après. Et on verra là aussi l'effet de la réponse à la vitamine D. Et certaines personnes vont avoir des réponses rapides, d'autres non. C'est pour ça que certains auteurs scientifiques parlent beaucoup plus d'index de réponse à la vitamine D, en fait, pour la supplémentation, parce que c'est beaucoup trop variable d'une personne à l'autre pour donner un conseil universel en tant que tel. Donc voilà, je ne sais pas si je Ok. réponds à ta Ouais, si, question. c'était parfait, merci beaucoup. Et du coup, puisqu'on était dans l'idée de ce bilan T, Mm. euh, c'est quoi ta vision du bilan de santé et surtout du bilan de santé à rallonge? Parce qu'au final, j'ai l'impression que des fois, on peut aller voir un nutritionniste et on peut se retrouver à faire 2, 3 pages de bilan. C'est quoi ton avis là-dessus? Qu'on est avant tout dans une démarche personnalisée. C'est-à-dire que l'exemple de la vitamine D, statistiquement, 8 personnes sur 10 vont être concernées par une supplémentation. Si on prend le magnésium, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est à peine 100-120 mg qui sont apportés pour 1000 calories. Si on regarde la densité des modèles alimentaires dits modernes, entre guillemets, la fameuse Western Diet ou junk food et compagnie, alors que nos besoins sont largement supérieurs. Donc, environ 80% des Français, mais d'autres pays, manquent de vitamine D, de magnésium, pardon. Donc, si on part de ce principe-là, on va supplémenter, entre guillemets, quasiment tout le monde. Mais c'est ce que je vous dis, il y a des réponses à la supplémentation et des normes qui peuvent varier selon les individus. Donc, je pense que la base, c'est déjà de réaliser une anamnèse alimentaire, c'est-à-dire une enquête de l'alimentation de la personne, pour savoir déjà si on a une marge de manœuvre à ce sujet, et de faire une anamnèse de santé, non seulement par rapport à l'existence de troubles fonctionnels, c'est-à-dire l'altération de l'humeur, des troubles digestifs, des infections à répétition, des tendinopathies à répétition, des difficultés de récupération, des troubles du sommeil, etc., qui ne sont pas encore des pathologies. Et bien sûr, les pathologies, si elles existent. Donc, le rôle du professionnel, c'est de croiser ces données-là, de les pondérer pour en dégager, entre guillemets, un diagnostic, en tout cas une orientation. La biologie, elle est là parfois pour même nous rassurer, nous conforter sur certains éléments, mais parfois aussi pour objectiver de manière très précise un statut. Et donc, la biologie peut être très intéressante pour, en fait, nuancer ce qu'on imagine du statut nutritionnel sur la base de l'alimentation et de ce qu'exprime la personne. Donc, pour moi, ces 3 éléments-là sont complémentaires. Anamnèse de l'alimentation et du mode de vie, j'ai envie de dire. Anamnèse de la santé et des troubles fonctionnels associés. Et biologie, sur la base de marqueurs dont on connaît la pertinence et dans la limite, effectivement, du raisonnable, ne serait-ce que pour le portefeuille du patient, parce que certains sont remboursés par la sécurité sociale, certains marqueurs, d'autres non. Donc et là il y a 2 écoles. L'école de se dire, on est dans du préventif et on table très très large. Et si effectivement vous avez plusieurs centaines d'euros à consacrer dans ce cadre préventif, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que c'est le cas de la plupart des personnes? Non. Donc l'idée, c'est d'aller cibler par rapport, encore une fois, à l'expression clinique ou aux troubles fonctionnels de la personne, et sur la base du recueil alimentaire, ce qui nous paraît à explorer pour conforter ou pas, et encore une fois, quand le marqueur est pertinent. Donc, de mettre 3 pages de prescription de marqueurs nutritionnels, non, sauf dans des cas précis. Et par contre, s'appuyer sur la biologie pour conforter, pour explorer certains éléments, oui. Et aujourd'hui, c'est plus facile que ça ne l'était il y a encore quelques années. C'est des éléments qui commencent à se démocratiser. On a des marqueurs de plus en plus fiables sur un certain nombre de facteurs. Donc, autant l'utiliser, mais bien utiliser, c'est-à-dire après une pré-analyse de la part du professionnel. Voilà. Ou alors, je vous dis, après, on peut tout faire à titre préventif et en ayant tous les moyens possibles, mais ce n'est pas le cas de la plupart des personnes, quoi. Parce que tu parles justement de carence, tu parles notamment du magnésium et de la vitamine D. Et est-ce qu'il y aurait un risque justement à en prendre trop, à être justement un petit peu en excès? On parle souvent des excès de fer, on a plusieurs éléments qui reviennent où il y a vraiment des risques. Est-ce que sur des choses comme la vitamine D et le magnésium, il y aurait vraiment un risque à en surconsommer, entre parenthèses?
Alors déjà, je ne parlais pas de carence, mais de déficit. Oui, C'est un peu déficit, pardon. embêtant, Excuse-moi, excuse-moi. mais volontairement, parce qu'une carence, c'est le score but, c'est Oui, l'anémie ferriprive, par exemple, si elle est bien très sûr. basse. Donc, en fait, la plupart des personnes aujourd'hui vont être dans des états de déficit fonctionnel, c'est-à-dire un peu entre deux. Pas dans la zone optimale, mais pas encore dans l'état carentiel. On parle de beriberi pour la vitamine B1, etc. Ben, des pathologies qui sont connues en lien avec des épuisements de réserve. Et heureusement, pour la plupart, on n'est pas dans ces situations. La vitamine, alors le magnésium, si on en prend trop, eh ben, tu vas simplement aller aux toilettes plus vite. Donc les risques sont quand même plutôt limités, c'est-à-dire un effet osmolaire, un peu comme quand tu mets du sel sur une tomate. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un appel d'eau, c'est-à-dire le sel crée un effet osmolaire, il va chercher l'eau. C'est la même chose pour le magnésium quand il va être dans la lumière de l'intestin, ce qui crée des diarrhées tout simplement. Donc à part enrichir l'eau des toilettes en magnésium, tu vas pas avoir beaucoup plus de risques. Parce qu'en fait, les récepteurs se saturent vite. Et là, il y a, hormis des cas très particuliers, mais globalement, il y a peu de risques. Pour la vitamine D, on a beaucoup parlé de risques de lithiase, par exemple, ou de glaucome aussi, ça a été mis en évidence. Quand on regarde les données de littérature, des personnes qui prennent plusieurs dizaines de milliers d'unités internationales par jour, ce qui sont des doses élevées. Aujourd'hui, on recommande à peu près 75 UI par kilo de poids corporel par jour. En gros, on essaie de ne pas dépasser 5000, sauf dans des cas particuliers. Donc, quand on donne 20 000, 30 000 tous les jours, ça commence déjà à être important. Ou alors, comme on a fait pendant très longtemps, des grosses doses en une seule prise à plusieurs reprises, hein, entre guillemets. Donc, souvent, on donne 70 000 ou 100 000 unités une fois par mois, pendant 3 mois, par exemple. Et donc, on a pendant 1 an ou 2 ans donné ces grandes doses. Et dans tous les cas, on n'a jamais vu de complications qui sont spécifiques à la vitamine D. Donc aujourd'hui, avoir peur d'un surdosage en vitamine D par rapport aux recommandations qu'on peut entendre, globalement, non, sauf cas particulier. Voilà. Super. Donc après, tout est une question de cas par cas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des minéraux ou des vitamines qui peuvent être à risque, typiquement le zinc, parce que tu parlais du fer, effectivement, le fer est pro-oxydatif, la fameuse réaction de Fenton. Donc, ne jamais supplémenter quelqu'un en fer sans avoir objectivé le déficit auparavant. Ça, c'est un critère important, et notamment chez les sportifs, parce que c'est un petit peu à la mode, au sens où les deux populations à risque de déficit en fer, c'est les femmes non ménopausées et les sportifs. Donc, quand vous avez une femme non ménopausée sportive, typiquement, on a des risques de déficit, et on parle aussi beaucoup de syndrome REDS. Je ne sais pas si vous avez parlé un petit peu de ça dans un de vos podcasts, mais c'est lié à un déficit énergétique, mais qui est souvent associé aussi à un manque de fer, notamment chez les femmes sportives, mais pas que. Et donc, en fait, effectivement, il faut vraiment surveiller ce qu'on appelle la ferritine, mais pas que, parce que c'est une protéine qui est aussi associée à l'inflammation. Donc, parfois, on a des gens qui ont des taux de ferritine relativement hauts, mais qui manquent de fer. Par contre, si la ferritine est basse, là, il y a déficit et on va supplémenter. Mais c'est vraiment une question de Faire attention du balance, coup. de Moi, choix décisionnel, je effectivement. préférais que tu précises tout ça parce que souvent les gens ne font pas de prise de sang et voilà, mettre le marqueur sur certains éléments, on peut y aller et d'autres, il faut faire attention. C'était juste pour que Ouais. ce soit audible pour les auditeurs. Ah, tu as bien fait. Et typiquement, le zinc, tu as beaucoup de gens, des sportifs, qui vont prendre le produit pour la récupération, le produit pour l'immunité, le produit pour la chute des cheveux, etc. Et on arrive à 4-5 fois les doses recommandées en zinc. Et là, on arrive dans des seuils potentiels de toxicité. Sur la vitamine A ou le bêta-carotène, on en a beaucoup parlé chez des gens qui étaient à risque, notamment des fumeurs, des personnes qui étaient exposées à l'amiante, par rapport notamment au risque de cancer du poumon. Donc, je ne vais pas détailler les mécanismes parce que ça serait un petit peu long, mais on sait qu'effectivement, chez des gens à risque, d'avoir des très fortes doses de bêta-carotène peut poser problème. C'est pareil pour la vitamine E, également pour la vitamine A au-delà du bêta-carotène. Encore une fois, c'est des doses supraphysiologiques, voire pharmacologiques. Donc, en général, même si la personne prend 3 ou 4 compléments alimentaires, elle ne va pas l'atteindre. Mais dans le cas des ions métalliques, et notamment tu parlais du fer, le zinc, mais le cuivre est concerné aussi, le manganèse aussi, là il faut faire attention, et notamment parce qu'on crée une atteinte au niveau des fameuses mitochondries dont on parle depuis le début.
Donc, Ok. c'est pas à prendre forcément à la légère, en fait. C'est vraiment c'est un métier d'être accompagné. Bah, en tout cas, d'être accompagné par une personne dont c'est le métier, ça sera plus français voilà, quand je dis ça. C'est important parce qu'effectivement, il faut savoir où on met les pieds et comment on veut orienter les choses, quoi. Du coup, pour terminer sur cette histoire de bilan, tu avais évoqué le test APOE. Quelles sont les limites et l'intérêt de ce bilan T? Ouais, alors ApoE, en fait. APOE, Euh, pardon. donc ça, c'est un test pour le coup qui est sur la base du profilage génétique. Donc on n'est plus sur des marqueurs biologiques, plasmatiques, urinaires, salivaires, etc., ou d'analyse de matière fécale. On le fait de plus en plus par rapport au microbiote. Là, on analyse vraiment notre fameux polymorphisme génétique, notre profil génétique. En France, on ne peut pas le faire, en fait, hein, sur des bases bioéthiques, sauf quand il y a une suspicion de pathologie, typiquement d'Alzheimer par rapport à l'APOE. D'autres pays le font à titre préventif. Alors, si on est, en fait, on peut être APO E2, E3 et E4. Exactement, normalement, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4. Je vous disais, homozygote ou hétérozygote. Les gens qui sont homozygotes APO E4, statistiquement, ont 10 fois plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer ou un diabète de type 2. En fait, c'est les gens qui sont beaucoup plus sujets aux maladies oxydatives, et notamment aux fameuses maladies de civilisation. Les gens qui ont plus de mal aussi à réguler l'inflammation. On a vu dans le cadre de Covid, notamment vis-à-vis de ce qu'on appelle l'orage cytokinique, c'est-à-dire l'emballement un petit peu de l'immunité face à l'infection. Les personnes qui étaient à APOE4 avaient plus de risques de développer des complications par rapport à d'autres. Donc en soi, c'est un élément qui est intéressant. Si on le transfère au monde du sport et de l'alimentation, en fait, pour faire simple, là aussi et rapide, globalement, c'est potentiellement un mouchard génétique, justement de nos origines, quand je vous parlais des latitudes et des flux migratoires, où les gens qui sont à POE4 ont plutôt une base d'alimentation glucidique. Ça ne veut pas dire tel qu'on l'a aujourd'hui avec les aliments extrudés qui sont fortement insulinosécréteurs, ça veut dire des glucides, mais pas en trop grande quantité pour autant. Les ApoE3 sont dans un modèle un peu intermédiaire entre les apports énergétiques lipidiques et glucidiques. Et les personnes qui sont ApoE2 sont potentiellement des personnes qui vont être plus aptes à supporter un modèle cétogène ou un modèle low carb, par exemple. Et alors, il y a des limites à ça. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une hypothèse qui est en train de se conforter quand même avec le temps et qui est très importante à titre professionnel, puisque ça veut dire que ça peut nous amener à moduler notre recommandation alimentaire, d'aller avec une proportion plus ou moins forte de glucides et de lipides. Et ça pose des questions par rapport à l'ultra-endurance notamment. Quand on parle d'ultra-trail, d'Ironman, etc., il faut savoir que le nerf de la guerre, un petit peu, c'est la capacité à oxyder des lipides de manière importante, à titre proportionnel par rapport aux glucides. Et donc, le fait d'avoir une alimentation à dominante lipidique peut être un avantage. Pour d'autres, au contraire, ça va les désadapter. C'est pour ça qu'il y a toute une polémique autour du modèle cétogène, par exemple, dans le cas de l'endurance. Et le fait de connaître l'ApoE permettrait potentiellement de mieux comprendre en fait pourquoi ça fonctionnerait peut-être chez certains et moins bien chez d'autres, voire ça pourrait être délétère. Donc dans le cadre de la performance, ça peut être aussi une orientation. Mais encore une fois, aujourd'hui, on en est au début. Donc il faut le prendre avec quand même de la nuance, encore une fois. Et en France, on ne le fait pas à titre préventif. On va le faire plutôt dans des cadres de suspicion des pathologies que j'ai citées, et en particulier Alzheimer, qui est la plus connue à ce niveau-là, quoi. Super. Moi, Passionnant. avant de passer à l'alimentation, du coup, je pense dans notre dernière partie, j'ai vu que tu étais un ancien triathlète. Du coup, là, tu parles je suis obligé de rebondir dessus. Moi, je fais un peu de trail. On avait prévu de parler un petit peu de sport, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Du coup, ton avis, justement, sur les sports un petit peu d'endurance, comme ça, sur quoi il faudrait juste te donner deux, trois conseils très, très synthétiques pour les gens qui font des sports d'endurance, à quoi faire attention et au niveau alimentaire, sur quel curseur on va un petit peu augmenter, ou au contraire, lequel on va un petit peu diminuer. Okay. Est-ce que tu pourrais nous ouais, quel ton est mon avis, avis en matière d'alimentation, tu veux dire? ouais, ton avis aussi personnel, ta vision aussi du sport d'endurance. J'ai vu que tu avais été, ou tu as vu aussi une blessure, en fait, t'as eu une pathologie aussi. Donc, est-ce que tu pouvais nous expliquer un petit peu ton parcours vite fait et ta vision aussi du sport d'endurance? Ça m'intéresse.
Je Alors, pense que ça intéressera aussi les gens. ouais, mon parcours, c'est peut-être pas le but, ouais, ça demande du temps, mais bah, pas forcément. Mais oui, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France junior de triathlon. Donc, j'ai connu le sport de haut niveau, voilà, s'entraîner deux fois par semaine, etc. Et effectivement, j'ai eu des parcours de vie, bah, des pépins de santé qui ont fait que j'ai dû mettre ça de côté. J'y suis revenu après de manière plus loisir, entre guillemets, y compris sur Ironman ou autre. Et puis, les pépins de santé sont revenus à moi. Donc, aujourd'hui, je le fais uniquement pour du plaisir, plus du tout à titre de compétition. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance et encore de suivre beaucoup d'athlètes de haut niveau sur des équipes de France, des équipes olympiques et autres. Donc, c'est un domaine, effectivement, dans lequel je suis très présent. Peut-être un peu moins qu'avant, mais en tout cas, je reste quand même avec un bon pied dedans. Euh, Qu'est-ce que j'en pense au niveau alimentaire? Ben, je donne souvent l'expression de la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sportifs et de manière générale, j'ai envie de dire la population, les humains, si on fait très très large, on préfère croire à la cerise sur le gâteau que s'intéresser au gâteau qui est sous la cerise. C'est-à-dire que dans le monde de la nutrition du sport, on va parler de gel, de barres, de boissons, de protocoles ultra précis, effectivement, sur un trail, un ultra, l'UTMB, à la Diag, bah, la Diagonale des Fous, sur tel ou tel Ironman. Et en fait, on ne revoit pas du tout en profondeur notre alimentation de base et qui est tout ce qu'on évoque depuis le départ. Ok. Et la définition de la performance que j'aime beaucoup, c'est l'optimisation de toutes les fonctions physiologiques qui auront répondu favorablement aux adaptations attendues de l'entraînement. Concrètement, quand tu fais un effort physique, tu crées un stress, le fameux stress hormétique, qui génère une désadaptation, mais qui doit rester local, contrôlé et ponctuel, ce qui fait que tu vas améliorer tes capacités, que tu vas être performant. Et la place de la nutrition, c'est simplement de soutenir ce système pour faire en sorte que ta réponse elle soit la plus favorable possible. Et ça se construit au quotidien. C'est-à-dire que ce qui fait que tu es performant le jour d'une course, c'est pas ton effort le jour de la course, c'est la façon dont tu t'es entraîné pendant des semaines, des mois et des années, et ton alternance avec la récupération, ton sommeil, etc., qui fait que le jour de la course, tu seras capable de mettre en place cet effort particulier. Bah, la nutrition, c'est pareil. D'aller te dire que tu vas manger tel ou tel gel et avec telle ou telle boisson, etc., sans avoir considéré en fait la façon dont tu t'es alimenté pendant des mois pour répondre positivement à ce que tu demandes à ton organisme au quotidien, eh ben c'est mettre de côté beaucoup de chances qu'on pourrait avoir, voire provoquer des risques. Et typiquement, tu as des personnes, il y a toute une mode aujourd'hui à consommer 90 grammes, 120 grammes par heure de glucides quand tu parles du trail ou d'autres sports. Sauf que les Ce qui est personnes, énorme, hein. Ce qui est énorme. Enfin, pour les gens c'est qui n'ont pas les rapports, c'est impressionnant. Moi, personnellement, j'y arrive pas, hein. Et en ouais, fait, c'est pour ça que je te demande la question. On finira juste sur ça, mais c'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression que limite, ça dessert plus la santé que réellement ça. Enfin, tu vois, le bénéfice santé, performance, je trouve qu'il est pas là-dedans. Donc, c'était pour savoir, toi, t'en penses quoi, justement, de ces 90 grammes, ouais, ta vision de ce genre d'effort? ce que j'en pense, c'est que si on se base sur une logique de performance à court terme, effectivement, sur des efforts relativement courts, c'est beaucoup plus facile déjà que sur du long, parce qu'on a une notion de saturation, une notion de fragilité aussi du système digestif au fur et à mesure des heures de pratique. Euh, Quand je dis saturation, d'écœurement pour la saveur Hmm. sucrée. Et si on est cycliste, ça va pas être la même chose que si on est coureur, puisqu'on a l'onde de choc mécanique liée à la foulée. On a ce qu'on appelle une ischémie à l'effort, c'est-à-dire une baisse d'irrigation sanguine qui fait qu'on n'est pas dans des bonnes dispositions pour consommer des grandes quantités de glucides. On a une petite adaptation et c'est un peu tout l'objet de la médiatisation actuellement sur ce sujet, de se dire on peut mieux tolérer au fur et à mesure quand on s'habitue à consommer des grandes quantités. C'est encore pour faire rapide, hein, c'est vrai, c'est faux. Il faudrait vraiment recontextualiser un petit peu tout ça. Mais effectivement, derrière, ça pose la question de l'impact d'une alimentation hyperglucidique sur du long terme. Si c'est sur une course, c'est pas la même chose que si tu fais ça à l'entraînement très régulièrement. Et pour avoir une chance de bien le tolérer en course, il faut que Il tu le faut le faire mettes à en place l'entraînement. régulièrement à l'entraînement. On peut parler de la carie, tu vois, le risque cariogène d'avoir des boissons glucidiques à l'effort ou des gels en permanence. La question se pose,
vis-à-vis du microbiote. On analyse de plus en plus l'impact de ce type d'alimentation. Et quand tu regardes les statistiques sur la littérature scientifique aujourd'hui, la très grande majorité des trailers, si on parle de ce sport, vont osciller entre 40 et 80 grammes par heure grand maximum pour la plupart. Donc en fait, quand on parle de 120 grammes par heure, c'est souvent des protocoles qui ont été mis en place dans des conditions expérimentales sur peu de temps, qui sont réalisables par quelques athlètes, mais ce n'est pas la majorité du tout. Et le problème, c'est qu'on a un mouvement de masse en fait d'aller sur ce détail. Ça n'en est pas un foncièrement, mais détail au sens de la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que pour moi, on devrait se poser ce type de questions une fois qu'on aurait déjà optimisé le statut en acides gras, c'est-à-dire la consommation des huiles, la consommation des végétaux, notamment des fruits et des légumes, qu'on a une bonne régulation de la sécrétion d'insuline, qu'au niveau hépatique, on n'a pas trop de contaminants, etc., etc. Donc au niveau mitochondrial, qu'on a optimisé tout ce qu'on a évoqué. Donc on a quand même beaucoup de boulot avant de se dire, voilà, est-ce que je dois manger 108 ou 113 grammes sur ma course par heure, tu vois. Mais on aime ça, et comme on aime les semelles en carbone, on aime le vélo voilà, qui va être plus rigide d'une année sur l'autre. Donc je critique pas hein, du tout, moi le premier, on va s'intéresser à ce genre de choses, mais en fait à trop regarder le détail, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est-à-dire qu'on oublie la base, le fameux gâteau sous la cerise. Donc voilà un petit peu ma vision pour faire simple. Parfait. Bah, du coup, alors, la nutrition, le gâteau, alors, ça serait quoi, hein? C'est notre dernière partie, ça va être l'alimentation. On a compris la cerise, mais est-ce que l'alimentation clé, est-ce que tu pourrais, parce que tu parles en fait pas, tu dis qu'il faut pas essayer d'aller voir, justement, il n'y a pas un aliment, c'est plutôt un pourcentage de choses à répartir au niveau de la journée et de la semaine. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous décrire pour toi, peut-être, ce qui était intéressant, c'était poser la question, qu'est-ce qu'Anthony il met dans son caddie quand il fait des courses pour 3 jours, tu vois? On s'était dit, ben, qu'est-ce qu'il va mettre dans son caddie pour organiser déjà l'organisation aussi de la semaine, je pense que c'est important, ou de la semaine ou sur 3 4 jours. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens du coup? Déjà, la question, c'est est-ce que j'utilise un caddie, mais Ouais, mais en fait, c'est ce que je me suis dit. Quand Pierre, il m'a dit, ouais, non, ben, ce non, qui serait mais intéressant et tout, je j'ai dit, franchement, plaisante. je suis pas sûr qu'il aille faire les courses une fois par semaine. Je pense qu'il va un peu tous les jours, ou peut-être qu'il a ses Ouais, légumes en bas de chez lui. On ouais, s'est posé la question. ouais. Alors, on pourra parler de moi après si tu veux, mais déjà Voilà, pour mais ça, donner c'est pas voilà, intéressant. Ouais. les grandes lignes. Mais alors moi, je suis très branché permaculture, et on n'a pas parlé d'écologie, mais encore une fois, Ouais. c'est pareil d'aller se dire quel protocole sportif on met en place, quelle alimentation on propose à quelqu'un qui a tel ou tel trouble fonctionnel. C'est très intéressant. Mais quand on est face aux enjeux systémiques auxquels on est confronté où on est et on sera encore plus confronté dans les décennies à venir, je pense que c'est d'autres questions qu'il faut se poser. Et là, il y a une vraie place en fait hein, de l'alimentation euh, sur ce qu'on appelle l'eutrophisation des sols, sur l'émission des gaz à effet de serre, sur le cycle de l'eau, du phosphore, de l'azote, sur l'affectation des sols avec la déforestation. Hmm. Donc, c'est pas du tout un mouvement écologique quand je dis ça. Ça, c'est vraiment les bases de la science aujourd'hui sur le rôle du modèle agricole vis-à-vis de de ces enjeux-là. Et pour moi, si tu me demandes ce que je fais et mes recommandations, elles vont avant tout être là. Mais D'accord. ce qui est très rassurant, c'est que beaucoup de choses convergent globalement. Et donc, c'est ce que je disais, c'est-à-dire d'aller vers une alimentation brute au niveau des fruits, des légumes. On estime 70-80% de végétaux, c'est discutable et en fonction des critères qu'on a évoqués tout à l'heure, hein, ça peut être plus, moins, etc. D'avoir des produits de saison sur des filières courtes, d'avoir le moins d'intrants chimiques possible, d'avoir les produits, quand je dis brut, c'est aussi la peau, etc. Alors après, il y a des questions de tolérance aux fibres, il y a plein de choses qu'on pourrait, je ne vais pas les développer ici parce que sinon Hmm. on va se perdre un petit peu. Je vais parler pour monsieur et madame tout le monde. Ouais, bien sûr. Voilà. D'avoir je parlais des petits poissons gras, donc des sardines, des maquereaux, 1 à 2 fois par semaine, mais pas plus, autant pour des raisons de métaux lourds que d'écologie. D'avoir un petit peu de volaille, mais plutôt de la volaille de ferme en tant que telle, 1 à 2 fois par semaine, de la viande pour ceux qui en souhaitent de temps en temps, mais plutôt sur des modèles extensifs, c'est-à-dire une vache qui a brouté de l'herbe, du foin, qui a été en pâturage et qui n'est pas sur un modèle intensif avec les tourteaux de soja, de maïs, etc.
d'avoir des œufs, 1 ou 2 œufs par jour, notamment au petit-déj, issus de la filière bleu blanc cœur dont je parlais, ou encore mieux de votre poulailler, vous donner un peu de graines de lin si vous pouvez, d'avoir 3 à 4 cuillères à soupe minimum par jour d'huile, avec à peu près la moitié d'huile de colza vierge première pression à froid, qu'on garde au frigo, qu'on mange cru, c'est-à-dire en assaisonnement et qu'on ne fait pas cuire, au frigo qu'on garde 2 à 3 mois grand maximum, et en complément l'huile d'olive qu'on va prendre aussi à hauteur d'à peu près 2 cuillères à soupe, donc 3 à 4 au total, à peu près 2 de chaque. L'huile d'olive qu'on peut faire cuire un petit peu, mais pas à haute température non plus. Je vous parlais des poignées d'oléagineux, noix, noisettes, amandes. Excuse-moi, juste pour l'huile, pour la cuisson, tu fais du coup, tu utilises quoi? Plutôt de l'huile de coco? Alors, Qu'est-ce qui réagit bien? oui, l'huile de coco, elle est très stable à la température. Ça peut être une solution. Ou l'huile d'olive, si tu fais pas monter à trop de température, ce qui est l'idéal, si tu veux, en Tu termes parles de... de fumée, je crois, hein, c'est ça, il faut pas que Alors, le point de ça fumée, là, fume. tu es au summum de... Ok, C'est-à-dire que toute huile qui fume, il faut l'acheter, quoi qu'il en soit. d'accord, ok. Mais effectivement, de faire revenir au dernier moment, tu vois, un petit peu tes légumes éventuellement, c'est OK, ou la volaille pour ceux qui mangent de la volaille, etc. Mais pas Super. porter en friture, quoi, si tu veux. Ok. Je t'ai coupé, excuse-moi, c'est sur Non, les non, non. oléagineux après. Alors, les oléagineux, bah, oui, je te disais une poignée 30-40 grammes au petit-déj, une poignée en collation. Si vous mangez du chocolat, par exemple, peut-être 2 à 3 carrés de chocolat à 70, plutôt 85% de cacao. Après, on a un problème éthique, on a un problème écologique avec le chocolat. Le café, c'est pareil. En termes de polyphénol, c'est très intéressant sur beaucoup de facteurs. Mais il y a la question écologique derrière. Mais 1 ou 2 cafés, si la tolérance est bonne au niveau hépatique, et on a ce qu'on appelle une sensibilité on a une sensibilité à la caféine en fonction de la production de dopamine qui va être variable aussi. D'avoir de l'eau, au moins 1,5 litre à 2 litres, ça paraît tout bête, mais c'est beaucoup de gens l'oublient, entre guillemets. On est avant tout fait d'eau, hein, avant de parler de nutriments. D'avoir, pourquoi pas, du thé vert si vous aimez ça. D'avoir des fibres fermentescibles, c'est-à-dire tout ce qui est légumineuse dont je parlais, les lentilles, les fèves, les haricots secs, les pois cassés. D'avoir des produits céréaliers plutôt complets. D'avoir le maximum de couleurs dans l'assiette, c'est-à-dire du rouge, du orange, du vert, du jaune, du bleu, etc. Donc les petites baies vont être très intéressantes. De l'ail, de l'oignon, du thym, du romarin, du clou de girofle, de la cannelle, du curcuma, Et etc. tu parles aussi de un légume cuit et cru à chaque repas, c'est ça? Voilà, Ou c'est dans la ouais. journée? Ça, c'est par repas, idéalement. Par repas, ok, Ouais. d'accord. La règle de base, c'est jamais un repas sans légumes. Voilà, ça, c'est Ok, le B à bas. systématique. C'est ça. Et idéalement, comme tu le dis, un cru et un cuit. Et si on peut pas, ça peut être un fruit cru et un légume cuit, par exemple, tu vois, ou l'inverse. Mais effectivement, aujourd'hui, on mange pas suffisamment de fruits et de légumes. Et le problème, c'est que notre microbiote ne tolère plus beaucoup des telles quantités de fibres pour beaucoup de personnes parce qu'elles en ont pu manger pendant très longtemps. Donc la démarche, elle doit être progressive. Mais là, je vous ai parlé des légumineuses, des produits céréaliers, des oléagineux, des huiles, des petits poissons, de la volaille, des œufs. C'est déjà pas mal, je pense. Ouais, bien sûr. Et juste pour les gens qui nous écoutent, avant que Pierre réponde, dans ton livre, tu parles beaucoup tu parles beaucoup de choses, bien sûr, mais aussi du gras, et tu dédiabolises un petit peu le gras. Tu dis aussi aux gens, arrêtez de ne pas consommer justement de gras parce que c'est essentiel. C'est quoi ton message sur justement, tu parles de l'huile de colza, de l'huile de tournesol aussi, et pourquoi en fait on a besoin de gras? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous le vulgariser, s'il te plaît? Ouais, alors tournesol, on a plutôt tendance à mettre de côté en ce Le moment parce colza, qu'on a pardon. trop d'oméga 6, mais voilà, Mm. colza et olive en particulier. Mais c'est pas une mauvaise huile, le tournesol. C'est encore une fois, dans le contexte Mm. dans lequel on est actuellement, il faut absolument pas confondre l'huile ou la graisse qui est dans une assiette et la graisse qu'on a au niveau des poignées d'amour ou du tissu adipeux. Vous ferez beaucoup plus de gras avec un excès d'aliments insulino-sécréteurs, puisqu'en fait, votre foie, une fois qu'il est saturé de glycogène et que vos muscles le sont, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va fabriquer du gras à partir de ces sucres-là. Et en faisant ça, on va développer l'insulino-résistance et toutes les complications métaboliques associées. Et on va, à l'inverse, ne pas consommer les acides gras essentiels dont on a besoin, les fameux oméga 3 et d'autres. Dans l'huile d'olive, on a ce qu'on appelle les oméga 9 qui sont très bénéfiques, etc. Donc en fait, on a diabolisé les graisses sous prétexte que c'est elles qui favorisaient la prise de poids.
Mais tout excès, quel qu'il soit, glucidique, lipidique, même protéique, en fait, hein, c'est un autre rendement, mais dans l'absolu, en fait, si notre balance énergétique, elle est déséquilibrée, on favorisera de la prise de poids. Donc ça, il ne faut pas confondre les responsables et les coupables. C'est-à-dire qu'effectivement, des huiles peuvent être, ou un excès de matière grasse peut être responsable d'une prise de poids, comme les autres. Est-ce que ce sont les coupables des complications? Non, mais c'est dommage parce qu'en fait, les graisses sont des fabuleux pourvoyeurs de saveurs, de vitamines ou de composés liposolubles. Et c'est vrai qu'on a tendance à les mettre de côté alors qu'elles ont une place très importante dans l'assiette. Et si on revient à ces notions de profil ApoE, pour des personnes ApoE3, mais surtout ApoE2, c'est ce qui devrait représenter probablement la majorité des apports énergétiques. Quand on le voit sur des populations inuites ou qui ont vécu historiquement dans les pôles, quand je dis dans les pôles, au niveau des pôles, pardon, en fait, on voit que l'alimentation occidentale qui apporte beaucoup de glucides qui font sécréter de l'insuline, c'est une catastrophe métabolique pour ces personnes-là. Parce qu'en fait, elles ne sont absolument pas adaptées, notamment au niveau mitochondrial, à avoir une telle charge insulinique. Donc, je ne sacralise ni l'un ni l'autre, en fait, mais je pense qu'il faut nuancer, c'est-à-dire qu'il faut apporter de chacun, effectivement redonner une place plus belle à ces huiles, à ces matières grasses de qualité, parce qu'effectivement, si on parle de margarine de mauvaise qualité achetée en grande surface ou de pâtes brisées premier prix, c'est pas la même chose que de parler d'une huile de colza vierge première pression et de noix ou d'amande. Donc, qu'est-ce qu'on appelle matière grasse? Et puis surtout, potentiellement moduler les répartitions glucides-lipides selon peut-être notre profil génétique ou nos objectifs sportifs, si on parlait de ça tout à l'heure. Et du coup, une journée dans l'assiette d'Anthony, qu'est-ce que ça donne? Pas de chance pour ceux qui Sans sont être ici. indiscret, hein. Mais voilà, non, plus sérieusement, le matin et le midi, c'est vrai que moi, je vais plutôt être vigilant à la sécrétion d'insuline pour une notion qu'on n'a pas évoquée qui s'appelle la chronobiologie. Et notamment, on a des sensibilités à certaines hormones qui varient au cours de la journée. On connaît le cortisol, par exemple, mais c'est le cas aussi pour l'insuline. Donc, plutôt 2 œufs à la coque, j'en parlais tout à l'heure, coque ou mollet, d'avoir une bonne poignée d'oléagineux, un fruit de saison, tout ce que je vous ai évoqué aussi, un thé ou un café. On n'a pas besoin de pain ou de muesli, etc. Maintenant, si on en a l'habitude, qu'on sort d'une sortie à jeun, par exemple, ou autre, pourquoi pas. Mais là, on peut tout à fait s'en affranchir. On a peur de faire une hypoglycémie le matin parce qu'on ne mange pas de féculents. Ça, c'est vraiment une croyance, sauf si on n'a plus de glycogène. Et ça veut dire que ce n'est pas le problème du petit déjeuner, c'est un autre souci que le petit déj. Le midi est d'être à peu près sur la même base, c'est-à-dire dominante de protéines, de lipides et de fibres. Donc les fameux légumes crus et cuits, entrée et plat principal, 100-120 grammes de volaille ou de poisson par exemple, les huiles de qualité qu'on a évoquées, de finir avec quelques noisettes, 1 ou 2 carrés de chocolat par exemple, un fruit si on tolère en fin de repas. En collation dans l'après-midi, là aussi un fruit, quelques oléagineux ou un carré de chocolat, et le soir plutôt une base de légumineuses que j'évoquais, de produits céréaliers complets, de légumes crus, cuits, des huiles, et on est pas mal. Après, on adapte en fonction du sport, du moment de la pratique, si on parle des sportifs ou d'autres objectifs sur l'amincissement, sur des pathologies, etc. Mais je trouve que c'est déjà une base qui me paraît largement adaptée à la plupart de la population, quoi. Moi, j'avais une dernière question. Après, je laisserai Pierre poser sa question. On entend beaucoup de choses sur la viande rouge. Donc, on dit que c'est pas bon pour la santé. Mais est-ce que si on consomme une viande rouge de très bonne qualité, qui a vécu dehors, vraiment élevée parfaite, après, je sais même pas si c'était un label à Pâturage. conseiller ou quoi de pâturage, est-ce que vraiment il y a un effet, est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a vraiment un effet délétère sur la santé, ou est-ce que c'est plus pour des raisons aussi écologiques qu'on essaye justement de se priver de la viande rouge? Alors, des labels non, après si ce n'est le label bleu blanc cœur qui va être intéressant par rapport à ces aspects lipidiques dont j'ai parlé. Mais globalement, effectivement, pour ceux qui mangent de la viande, c'est ce que j'évoquais, plutôt aller sur des modèles extensifs, donc des animaux d'origine fermière ou encore une fois qui ont été élevés à l'herbe, en pâturage, au foin, etc. Sur les ratios d'oméga 3 ou oméga 6, c'est plutôt bénéfique globalement.
parce que l'herbe ne va pas apporter la même chose que les tourteaux, encore une fois, de maïs ou de soja qu'on peut connaître, qui sont en général importés. Donc il y a aussi une vraie question écologique sur cet aspect. Et effectivement, quand on regarde la littérature, on voit que les personnes qui mangent beaucoup de viande sont des personnes qui sont plus sujettes à des risques de diabète, d'obésité, de problématiques notamment neurodégénératives également. Mais ce n'est pas le problème de la viande, c'est que c'est des personnes qui mangent peu de fruits, de légumes, de l'huile de qualité, ce que j'ai évoqué. Donc en fait, ce n'est pas la question de dire combien j'ai de tel aliment dans l'assiette, c'est qu'est-ce que j'ai au global, et si j'en ai beaucoup de l'un, ça veut dire que je le fais au détriment d'autres. Et en fait, c'est plus ça qui pose problème que l'excès en tant que tel. Après, on peut rentrer dans des détails d'endotoxines qui sont présentes dans les viandes. On peut parler de fer, on l'a évoqué, des corps de Maillard, c'est-à-dire que on fait rarement cuire l'entrecôte à la vapeur, mais on va plutôt le faire aux grillades, etc., au barbecue. Et ça c'est très bon au niveau gustatif pour ceux qui mangent de la viande, mais c'est une dénaturation des protéines et ça crée un stress oxydatif, ce qu'on appelle les corps de Maillard, qui sont plutôt à limiter, si tu veux. Donc c'est la viande, mais aussi la façon de le cuisiner. Donc, quand on regarde le rapport Eat Lancet ou les recommandations de Springman, des experts sur le côté écologique, effectivement, on en est à recommander ce type de viande une fois par semaine, plutôt une fois tous les 9 à 10 jours, mais pas davantage. Mais sur un regard global, pas uniquement de santé en tant que tel, quoi. Parce que ça veut dire qu'on va aussi favoriser à la place d'autres nutriments, d'autres aliments très intéressants. Pierre? Et je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Moi, j'avais juste une dernière chose que j'ai lue et pour conseiller aussi à nos auditeurs. C'est sur la mastication. On n'a pas parlé. Tu conseilles 7 fois, je crois, minimum. J'ai lu ça dans le livre. Tu dis même aller jusqu'à 20. On peut même enlever ce qu'on a mangé et le reprendre pour faire un petit exercice un peu et se rendre compte et prendre le temps. Mais ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce rôle important aussi et pourquoi tu conseilles ça? Ça dépend si tu manges de la compote ou du chou rouge, tu vois, déjà. Oui, bien sûr, c'est sûr. Le 7, c'est souvent un chiffre qu'on donne dans le sens, effectivement, de prendre le temps de mastiquer. 20, c'est souvent la médecine chinoise ou un peu cette philosophie où on dit aussi on mange ce qu'on boit et on boit ce qu'on mange. C'est-à-dire que notre cerveau a besoin de mastiquer pour comptabiliser les calories, pour créer de la satiété, pour déclencher les quantités d'enzymes adaptées et autres. Donc, si on mange en moins de 20 minutes, on mange pour des raisons, comment dire, pas sociales, mais on ne va pas s'écouter au niveau des signaux de satiété et autres. Donc, pour que ces signaux arrivent, il faut du temps et on considère au moins 20 minutes. Donc, ça veut dire aussi prendre le temps de mastiquer. L'amylase salivaire dont je parlais va commencer à agir au niveau de la salive, donc va aider aussi à la digestion, par exemple, des glucides qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça permet de potentialiser les saveurs, de vraiment prendre du plaisir, en fait, plutôt que gober un aliment d'un coup. Donc, quand on a justement des huiles de qualité ou autres, on va avoir une explosion de saveurs en bouche. Il faut juste pour ça aussi prendre le temps de bien mastiquer, tout simplement. Donc, effectivement, c'est 7 fois, alors encore une fois, c'est une moyenne, mais je dis souvent même aux patients pour les énerver un peu sur le moment, mais c'est vous posez votre fourchette entre chaque bouchée. Donc, ils vont finir par me maudire très vite parce qu'effectivement, on a l'impression de passer beaucoup de temps, mais c'est juste conscientiser que beaucoup de personnes gobent les aliments, ils mastiquent une fois, 2 fois et ils avalent. Et là, que ce soit pour le microbiote, puisqu'on a des débris alimentaires qui peuvent être plus importants au niveau des protéines, des glucides, pour le confort digestif, pour toutes les Est-ce raisons qu'il y a que une j'ai meilleure évoquées. assimilation aussi ou pas? Alors, ça dépend de quoi on parle, mais ça peut Oui, être le cas. Ouais. Pas ok. tout le temps. Ça dépend vraiment du nutriment considéré, mais ça peut jouer un rôle, oui, tout à fait. Ok, donc prenez le temps de mastiquer alors. De toute Exactement. façon, c'est la seule phase digestive qu'on contrôle, en fait. Pardon? C'est la seule phase digestive qu'on contrôle. Exactement, tout à fait. Qu'on conscientise en tout cas. Ouais, tout à fait. Bah écoute, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous et j'espère qu'on peut-être qu'on aura l'occasion de reparler peut-être de sport ou d'un autre sujet avec parce que je pense qu'on peut parler de plein de sujets avec toi, donc pourquoi pas à l'occasion te réinviter sur 1000%. Merci encore et merci surtout à Pierre aussi de nous avoir fait découvrir un petit peu ton travail parce que Pierre avait lu pas mal de tes livres et franchement moi j'ai lu le tien et c'était vraiment très intéressant. Bon, je t'avoue que j'ai la tête en feu depuis 3 jours, Ouais. mais, Pénible.
C'est une mine Ouais, sans franchement, fond. c'est très intéressant. Donc, allez regarder. Sur Instagram, il y a tout. D'ailleurs, si tu veux, s'il y a il y a des réseaux où on peut te suivre, tu peux le conseiller aux gens. Oui, alors bah, avant j'étais plus j'ai un blog que j'alimentais beaucoup et moins parce que j'ai beaucoup de choses en ce moment à faire et je suis en train de relancer toutes mes formations, notamment pour les professionnels ou pour des personnes sur les premiers niveaux qui sont juste qui ont envie de se sensibiliser davantage à la nutrition et sur un modèle blended learning, c'est-à-dire on associe du e-learning, du digital et bah, du virtuel et puis du présentiel. Donc c'est un gros travail là qui est en train de je les relance dans très peu de temps. Ok. Donc je suis présent sur Instagram, mais un petit peu. Je suis pas un fan des réseaux sociaux. J'essaie de m'y mettre un peu par la force des choses entre guillemets. Donc j'essaie de me discipliner. Bah, il va falloir que je me discipline à publier un petit peu plus. Je crois Mais que tu as voilà. t'as quatre ouvrages, non, il me semble, c'est trois ou quatre livres. Alors Tu en as 6 fait en un tout. sur le sport. Si, Ouais, ok, six, moi, j'en avais ouais, vu que quatre, un ouais. sur le sport, et ok. Ouais, ouais. Et Mais, les deux derniers, en fait, bah, les vrais, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est les deux. Les quatre autres, je les ai faits en coécriture. On était à chaque fois ok, en co-auteur avec le livre Yoka, donc qui est pour le coup vraiment pour du grand public. Et j'avais écrit 3 livres sur l'entraînement avec Pascal Balducci, qui donc, reprend notamment tout ce qui est lié au trail et autres, donc de manière un peu plus confidentielle, on va dire. Mais c'est des petits livrets qui sont pratiques. Mais, euh, mais les deux derniers sont vraiment bon, écoute, les plus je denses, quoi. je vais Donc, aller lire sur celui sur la nutrition de l'endurance et si ouais, j'ai des questions, on en reparlera sur, sur un autre podcast. et ben avec grand plaisir. Voilà. Ben, nickel. Ben, merci à toi et à la prochaine pour un nouvel épisode, hein. Ouais, merci à tous les deux et puis à bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup, Anthony. Ciao, ciao.